Louis Dauphren, votre grand témoin ce matin est François Martin, géopolitologue, essayiste. Il préside le club HEC Géostratégie et il publie Le temps des fractures, sous-titré L'Occident contre le reste du monde. Oui, il y a bien sûr un côté stratégique, des conséquences géopolitiques si jamais Donald Trump repasse et réélu. Sachant que ça n'aura pas du tout la même saveur qu'en 2017, si jamais Donald Trump est réélu, et François Martin va nous l'expliquer. Donc il y a deux volets. Le premier volet, c'est évidemment les conséquences pour l'Europe, pour le monde, et puis François Martin aussi, déjà de comprendre ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. Bonjour François Martin. Bonjour cher ami. Le temps des fractures, ça c'est une réflexion géopolitique globale. On peut décliner le mot fracture à l'échelle de la société américaine, de ce qui est en train de se passer en ce moment? Oui, dans le temps des fractures, il y a deux aspects en fait, généralement parlant. Il y a un premier aspect qui concerne les guerres en cours, qui sont plutôt des guerres nord-sud en fait. D'une part, la Russie, si on la classe dans les pays du Sud, momentanément par rapport à ce qu'est la puissance américaine ou la puissance occidentale, et puis le conflit de Gaza. On pourra revenir dessus si on a le temps. D'une part, mais il y a un autre aspect que j'appelle le réveil des peuples, c'est-à-dire on sort d'une période en fait qui a commencé à l'époque de George Bush fils, qui est celle à la fois de l'atlantisme et du mondialisme sous ces deux aspects. L'atlantisme avec les néoconservateurs américains, c'est-à-dire, je dirais, la droite de la gauche américaine, et les mondialistes qui sont plutôt l'aspect non pas militaro-industriel, mais l'aspect culturel avec le wokisme, avec tout ça. Donc on a ces deux forces ont été omniprésentes, je dirais, pendant 20 ans, et aujourd'hui, elles perdent de leur force, et j'explique, je me sers de Solzhenitsyn pour expliquer ça dans mon livre. C'est-à-dire le discours de Harvard essentiellement, qui dit, où il dit aux jeunes d'Harvard, en fait, vous êtes fichus parce que, en gros, il y a deux entités qui ont quitté, je dirais, le spiritualisme et qui sont basés sur la philosophie des Lumières, c'est-à-dire l'homme premier, etc. C'est d'une part ce qu'il appelle le parti, c'est-à-dire l'Union soviétique, et l'autre il appelle le marché. Et il dit, il détaille les raisons pour lesquelles le marché est fichu, et il dit, vous êtes perdu parce que à cause du déclin du courage. C'est pour ça que le livre qui a été publié à ce titre s'appelle Le déclin du courage. Il dit, en gros, il existera un jour où vous n'aurez plus la force morale pour vous lever, parce que quand vous n'aurez plus les supplétifs, il faudra que vous leviez vous-même pour défendre votre civilisation, vos enfants, etc. Et si votre recherche a été une recherche de plaisir, de bonheur sur Terre, etc., vous n'aurez pas la force morale ce jour-là pour vous lever. Donc vous êtes déjà condamné. Et je pense qu'en regard de ça, on arrive aujourd'hui à la prophétie de Solzhenitsyn. Elle se réalise aujourd'hui. Elle est en train de se réaliser. Et les peuples le sentent, et on sent un réveil des peuples. C'est l'autre aspect de ce que j'appelle cette fracture. Les réveils des peuples se passent en Afrique, avec un certain nombre de pays ou de dirigeants qui en ont marre d'être, je dirais, dirigés par les instances internationales. C'est vrai en Afrique, c'est vrai en Europe également, avec les réveils de droite, qui sont des réveils qu'on appelle populistes. Le simple fait qu'on appelle populiste qui est populaire, ça en dit long sur, je dirais, la perte de foi dans les classes populaires. Et c'est clairement ce qui se passe aux États-Unis, parce que Trump est d'abord un leader populaire, on ne le dit pas suffisamment. Mais alors donc, il y a un réveil des peuples aujourd'hui dans les pays du Nord également. Voilà. Donc vous l'interprétez, en fait, si jamais Donald Trump s'achemine vers une seconde victoire, s'il repasse, vous l'interprétez comme un réveil du peuple américain contre quoi? Contre l'oligarchie qui dirige les États-Unis depuis 20 ans, sous ce double aspect que je viens d'évoquer. C'est particulièrement vrai. Enfin, Kamala Harris appelle à son secours Barack Obama, Beyoncé, Stevie Wonder, etc. Enfin, on est exactement dans le même schéma que celui de Hillary Clinton à l'époque. Donc, les peuples américains, je veux dire, ça n'a aucun sens, alors que il y a tellement de pauvres aux États-Unis que les États-Unis dépensent 300 milliards de dollars pour l'Ukraine. Enfin, c'est du... Vous estimez que c'est un sujet qui a eu son importance dans l'élection qui est en cours aux États-Unis?
Ah ben l'Ukraine? certainement, je le pense, oui, oui, je le pense. Non pas que les Américains soient des férus de politique internationale, mais ils se rendent bien compte, comme nous également, lorsqu'on donne des dizaines de milliards, on donne 3 milliards à Zelensky, le jour même où on donne 150 millions aux agriculteurs, enfin, ça passe pas. Donc je pense qu'il y a véritablement un réveil. Et dans ce sens-là, même si je ne me fais pas d'illusions sur la dureté qu'aura Trump en politique internationale, parce que si c'est un patriote, il défendra son pays, donc il nous fera pas forcément de cadeaux. Mais je pense que le fait que le peuple ait le sentiment d'être représenté, je pense que c'est important. Et on se trompe souvent là-dessus parce que les peuples, en fait, n'ont pas les mêmes... euh, Les agendas. n'ont pas les mêmes agendas, ils supportent, et puis à un moment donné, ils en ont marre. Et je pense que c'est ce qui est en train de se passer. Il y a quand même une humiliation que je trouve extrêmement forte. Enfin, tout ce qu'on voit, cette politique internationale qui enrichit les lobbies militaires ou industriels, est très importante. Et je pense que ce qu'a fait Trump surtout, que je trouve totalement remarquable, C'est à l'intérieur de son parti. c'est le fait d'avoir retourné son parti, parce qu'il les a retournés un par un, en fait. Sa première élection était une élection surprise, parce que, en fait, les politiciens américains ne s'étaient pas rendus compte que, en fait, les classes populaires avaient été abandonnées par la gauche, en fait, qui s'est boboisée, hein, pour le dire comme ça. Et en fait, lui a eu le courage d'aller les chercher, de leur parler avec son langage un peu brutal, mais ce n'est pas un personnage comme on le décrit, brutal, stupide, à l'emporte-pièce. Quand on lit, par exemple, ses discours à l'ONU, ses discours sont totalement remarquables. Donc, c'est un style qui se donne et qui plaît. Mais donc, Et qui contraste avec le style de la campagne électorale qui est quand même... bah oui, la campagne électorale aux États-Unis, c'est assez bas de gamme, mais bon, c'est une campagne électorale. C'est une campagne électorale, mais François Martin, la ouais, première performance, donc, ouais. c'est si jamais il repasse, Donald Trump. Oui. Je dis si jamais parce que c'est à 270 hein, Oui, et oui. qu'il peut se passer beaucoup de choses. Bien sûr, comme la dernière fois d'ailleurs où La dernière fois, c'était le cas. bah oui, oui, c'était le cas. À un moment donné, Biden a gagné des centaines de milliers de voix, les machines se sont arrêtées, puis pof, donc c'est possible. Mais si vous voulez, pour terminer sur cet aspect-là, je pense que la première fois, il a été élu un peu au hasard, et la deuxième fois, il a fallu qu'il retourne le parti pour chacun, et ça c'est très difficile parce que il faut rappeler que ceux qui font en fait essentiellement la politique américaine, ce sont les marchands de canons, parce que ce sont eux qui versent le plus au parti. Et le parti républicain était infesté essentiellement par ce qu'on appelle les rhinos, c'est-à-dire Republicans in name only, c'est-à-dire ceux qui votaient les crédits de guerre avec les démocrates pour bénéficier des subsides distribués par un personnage assez dangereux, à mon avis, qui est un ennemi total de Trump, qui s'appelle Mitch McConnell, et qui était le distributeur de l'argent des subsides des lobbies auprès des conservateurs qui votaient dans le bon sens. Et le fait d'avoir fait face à ces gens-là et d'avoir récupéré le parti à son profit, ça a dû demander à Trump une somme de force et de contraintes que je peux même pas imaginer. Mais avoir reconstruit un parti à sa main, c'était la première partie de sa victoire, et je pense que c'était de très loin la plus difficile. Et il avait contre lui le lobby militaro-industriel, il l'avait contre lui. Ah ben bien sûr, puisque il a dit qu'il arrêterait la guerre d'Ukraine en 24 heures. Ce que je suis pas du tout sûr qu'il fera, on peut revenir si on a le temps là-dessus. Ça sera beaucoup plus difficile que ce qu'il dit, parce que l'enjeu, en quelques mots, c'est véritable. Le problème, c'est pas la fin de la guerre, c'est qu'est-ce qu'il y aura derrière, en fait. Parce que si les États-Unis
à perdre cette guerre véritablement, comme ils sont sur le point de le faire en Ukraine, c'est véritablement une perte de la puissance américaine qui est totale. Et le problème, c'est qu'est-ce qui se passera avec l'Europe? C'est ça le problème. Parce que la Russie ne se contentera pas d'un rideau à la coréenne. Ils voudront véritablement le retour à l'Ouest. L'enjeu, c'est l'Europe. C'est-à-dire la Russie voudra la totalité de l'Ukraine. Ben non, la Russie n'a pas besoin de la totalité de l'Ukraine, mais la Russie voudra la fin des sanctions. La fin des sanctions, ça veut dire le retour du gaz, le retour de ces produits à l'Ouest, le retour de l'argent qui a été confisqué, le retour des Européens sur les marchés russes, etc. C'est-à-dire dans cette guerre qui est la guerre entre Carthage et Rome, c'est Carthage qui gagne. C'est la guerre entre Rome et Carthage avec l'Europe au milieu. Qui sait qui gagne l'Europe? Si c'est la fin des sanctions, c'est la Russie qui reprend. Voilà, donc c'est ça l'enjeu. Et Donc, Trump, là-dessus, si jamais Trump passe, il a un plan. Je pense que lui, ce qu'il voudrait, c'est essayer d'imposer une ligne de non-belligérance à la coréenne. Mais je pense que Poutine n'en voudra pas. Poutine n'a aucune raison, s'il est vainqueur sur le terrain, il n'aura aucune raison d'accepter ça. Donc, à un moment donné, mais il la va ligne falloir... de non-belligérance, qu'est-ce que ça serait que ça Poutine serait que garde les oblasts de l'Est, voilà, c'est tout. Et Poutine dira, si c'est ça, moi je continue jusqu'à Odessa. Hein. Et il va feuilletonner la chute de la puissance occidentale. Et les autres n'auront que le choix à ce moment-là d'aller au conflit général. Et s'ils vont au conflit général, les Russes leur diront, nous on a une force sur vous, c'est-à-dire on a des missiles hypersoniques, on a 10 ans ou 15 ans d'avance sur vous. Si vous voulez la guerre totale, nous... on peut disparaître, mais vous disparaîtrez certainement. En clair, ça veut dire, François Martin, que si jamais Donald Trump passe, sur la question de l'Ukraine, la Russie le percevra comme un affaiblissement de l'Occident. Ah ben, total. Et donc, Donald Trump, il n'est pas sûr que Donald Trump ait, d'une certaine façon, une baguette magique sur ce sujet-là. Ah ben, bien sûr, c'est ça. Il n'en aura pas. Pour ça, et alors sur Gaza, je remarque également une chose très intéressante, c'est que en fait cette guerre de Gaza n'est pas une guerre d'Israël contre Gaza, mais une guerre des États-Unis contre l'Iran. En fait, c'est un autre aspect d'une guerre Nord-Sud, en fait, parce que c'est l'Iran qui est le sujet derrière. Donc Trump a été dans le Missouri, qui est un pays où il y a beaucoup d'associations musulmanes. Les musulmans ont pris fait et cause pour Trump, alors que Trump est traditionnellement un allié d'Israël. Voilà. Donc, le fait qu'ils aient fait ça, ça veut dire que Trump leur a promis qu'il ferait la paix également. Sinon, il ne l'aurait pas suivi. Donc, ça veut dire qu'il a changé son fusil d'épaule, à défaut de trahir ses électeurs. D'une part, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'Israélites américains qui ont très peur de la politique de Netanyahou parce que ça salit leur image. Je rappelle que Joe Biden, quand il était en campagne, était appelé Genocide Joe. Bon, Genocide Joe. Je rappelle qu'il y a un militaire américain, juif, qui s'est immolé par le feu devant la Maison Blanche. Donc, il y a quand même une tendance Vietnam, je dirais, dans la jeunesse américaine, et ça, c'est un élément gravissime. Et je pense que les principaux électeurs aujourd'hui de Trump sur ce sujet, ce sont pas les Juifs américains qui ont bien compris le danger pour eux, mais ce sont les évangélistes. Et je pense qu'il a dit aux évangélistes, écoutez, on peut pas continuer la boucherie actuelle, il faudra faire la paix. Et je pense qu'il les a convaincus. Et donc faire la paix avec l'Iran. Faire la paix avec l'Iran et faire la paix dans la guerre, arrêter le bras de Netanyahou. Le bras, oui, absolument. Et je constate que Yoav Gallant se fait virer, ça veut dire que ça craque. Non, ça craque à l'intérieur. Ça craque à l'intérieur de quoi? Du gouvernement israélien, bien entendu. Cette politique israélienne est sans issue. Ça fait 1 an qu'ils essayent d'écraser la rébellion. Les types sont enterrés dans les tunnels. Et il y a encore un des principaux, un des héros de l'armée israélienne qui a été tué il y a 15 jours. Ils n'arriveront pas à prendre le Liban. Cette politique est totalement sans issue. À un moment donné, il faut qu'elle se transforme en négociation, mais Netanyahou ne veut pas. Donc Yoav Gallant a commencé à le critiquer, donc il se fait virer. Mais je pense cette politique jusqu'au boutiste ne peut pas.
Et je pense que Trump a la force de caractère pour lui dire maintenant t'arrêtes. Et il suffit qu'il dise tu arrêtes pour qu'il arrête. En quelques mots, la politique qui avait lieu jusqu'à présent était une politique qui était totalement, comment dire, Suiviste. non, pas suiviste, qui était totalement mensongère, parce qu'on fait dire. En fait, c'était une théâtralisation où on faisait dire à Netanyahou, voilà, moi je fais ce que je fais ce que je veux, on le présente comme un fou, et derrière, on dit aux Israélites, on dit à la puissance américaine, dit d'elle-même, on essaye d'arrêter son bras, mais c'est faux, c'est la théâtralisation. L'attaque contre l'Iran, il y a eu 300 avions qui ont été envoyés, et les ravitailleurs sont américains. Donc ça veut dire que toute l'attaque a été coordonnée avec les Américains. Donc ils disent d'un côté, ah, on lui dit d'arrêter, mais il veut pas. Mais derrière, on lui fournit l'argent, on lui fournit les bombes et on lui fournit les ravitailleurs. Donc vous pensez que c'était totalement hypocrite. Et ça va cesser. Ça va cesser si Donald Trump passe, ça va Oui, cesser sur le conflit proche-oriental. Et sur la question ukrainienne, il y aura des aménagements, mais beaucoup plus compliqués que ceux que l'on peut imaginer quand on dit il va mettre fin à la guerre en 24 heures. Oui, mais je pense qu'on va quand même dans la bonne direction dans un cas comme dans l'autre. Et pour nous, c'est quand même une pression, parce que je constate qu'aujourd'hui, je veux dire, moi, une partie de ma famille qui est tunisienne, d'accord. Donc je vois ce qui se passe dans les pays. La Tunisie n'est pas un pays violent, mais je vois ce qui se passe sur les réseaux. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer la violence des images qui passent dans les réseaux par rapport à ce qui se passe à Gaza. Donc aujourd'hui, je constate que cette guerre de Gaza ne percole pas tellement en France parce que d'une certaine façon, Mélenchon la politise et la tient. Et ça, je veux dire, c'est quand même une bonne chose, quoi qu'on en dise. Mais à un moment donné, on n'a pas eu beaucoup aujourd'hui d'attentats disant salaud, vous laissez mourir 2,5 millions de personnes, etc. Mais si on continue comme ça, un jour, ça va venir chez nous. Donc, on aura la guerre civile ici. Donc, c'est contrairement à ce que les gens pensent, il est essentiel d'arrêter cette guerre. Et elle ne peut être arrêtée que si quelqu'un dit à Netanyahou, ça suffit. Et il n'y a que les États-Unis qui ont ce pouvoir. Et je constate que Kamala et Biden faisaient une politique hypocrite dans la mesure où ils faisaient semblant d'arrêter, mais en fait, ils poussaient la chose. Voilà. Merci François Martin.